Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la chaîne évidemment pour pouvoir suivre toutes les vidéos. C'est la deuxième vidéo que je fais, vous le savez. J'avais dans la première vidéo abordé les 100 ans du Parti communiste français et l'idée à travers ces vidéos, c'est de pouvoir aborder des sujets un peu en profondeur, de prendre le temps d'argumenter et d'expliquer les choses, ce que je ne peux pas forcément toujours faire, que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, de temps en temps, j'écris des textes aussi sur mon blog, mais je trouve sympa le format vidéo et ça me permet d'aborder des sujets un petit peu différents et de prendre le temps d'argumenter tout simplement. Alors de quoi je vais parler dans cette vidéo numéro 2 ? Je vais parler d'un sujet qui revient régulièrement sur le devant de l'actualité et qui concerne l'élection des parlementaires, des députés en l'occurrence, à la proportionnelle. Vous le savez, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, portée d'ailleurs aussi, poussée par François Bayrou, qui ne cesse de remettre la pression sur le président de la République pour qu'il y ait cette réforme institutionnelle en vue des élections de 2022, puisque vous le savez, l'année prochaine, il y aura à la fois l'élection présidentielle et dans la foulée, comme à chaque fois, les élections législatives. Et François Bayrou souhaite que cette élection soit au scrutin proportionnel. Et d'ailleurs, quand on regarde le paysage politique, on voit qu'il y a beaucoup de partis qui sont favorables à cette réforme. On peut citer bien sûr la France Insoumise, le Front National, enfin le Rassemblement National, et puis plus généralement les partis du centre, notamment l'UDI, qui est ma famille politique tout simplement. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi moi je suis résolument contre cette élection à la proportionnelle. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ce que je vais faire, et évidemment, l'objectif, c'est que vous puissiez laisser vos commentaires sous cette vidéo, parce que c'est aussi une façon pour moi d'enrichir ma réflexion. Mais d'abord, je voudrais revenir sur les raisons évoquées par François Bayrou et ceux qui défendent d'une façon générale cette réforme pour avoir une Assemblée nationale élue à la proportionnelle. Il y a plusieurs arguments. Il y en a un qui est incontestable, c'est qu'une élection, avoir des députés élus à la proportionnelle, garantirait une meilleure représentativité du vote des Français à l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est incontestable. C'est d'ailleurs même l'objectif ou le but de l'élection proportionnelle, c'est que à partir du moment où vous décidez d'attribuer les 577 sièges de députés en fonction du nombre de suffrages retenus, pourcentage de suffrages obtenus par chaque parti politique, vous avez une représentativité parfaite de l'électorat français. Donc ça, ce point-là, c'est un argument évidemment contre lequel il n'y a pas lieu de se battre, puisque c'est une stricte réalité objective. Le deuxième argument qui est utilisé et qui lui, très honnêtement, est beaucoup plus contestable, ou en tout cas moi je le conteste fortement, c'est de dire qu'une élection proportionnelle permettrait de mobiliser plus fortement l'électorat au moment du vote pour les députés. En gros, l'idée c'est de dire qu'à partir du moment où les Français ont le sentiment que leur vote est mieux pris en compte, dans une représentativité plus juste de l'Assemblée nationale, à partir du moment où on pense cela, on va plus se mobiliser pour aller voter. Et que c'est un des moyens, puisqu'on voit que le lien entre le peuple français et ses représentants, les élus, d'une façon générale, les institutions, ce lien est en train de se disloquer au fil du temps. Une façon de répondre à cette problématique, c'est de donner réellement le sentiment aux Français que leur vote est important, qu'il compte et qu'il va donc mobiliser beaucoup plus l'électorat. Moi, je n'y crois pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que si c'était vrai, si le mode de scrutin était la clé essentielle de la mobilisation de l'électorat, aux européennes, qui par définition est une élection à la proportionnelle, aux européennes, nous aurions une participation énorme des Français, ce qui est évidemment pas le cas. Il suffit de regarder l'évolution de la participation pour ces élections. Donc, et on pourrait parler également des municipales ou des régionales, même si là c'est un scrutin, ce sont des scrutins à 2 tours. Malgré tout, les élections municipales, c'est une représentation proportionnelle, certes imparfaite, puisqu'il y a un boost pour la liste qui arrive en tête, mais globalement, on voit bien qu'au fil du temps, c'est vrai pour les municipales, c'est vrai pour les élections législatives, c'est vrai pour toutes les élections, on voit qu'on a une participation qui baisse au fil du temps et que ce n'est pas lié au mode de scrutin. C'est un constat que l'on fait sur toutes les élections. Je pense en réalité que ce qui pénalise fortement les élections législatives aujourd'hui,
c'est pas tant le mode de scrutin actuel, scrutin majoritaire à 2 tours, c'est l'inversion. C'est le passage du septennat en quinquennat qui rend le scrutin présidentiel absolument déterminant, qui a lieu juste avant, puisque maintenant c'est systématiquement, les 2 élections sont liées l'une à l'autre, et qu'en réalité les élections législatives sont une chambre d'enregistrement de l'élection présidentielle. Et que systématiquement, on l'a constaté maintenant depuis que cette réforme est arrivée, hein, c'est-à-dire que depuis 2007, l'élection de 2007, puisque c'était une réforme voulue par Jacques Chirac et Lionel Jospin, donc on voit bien qu'à chaque fois, l'élection législative valide le résultat de la présidentielle. Et donc c'est très démobilisateur pour les électeurs qui ont voté pour un autre candidat, qui se disent bah, bon, notre candidat a perdu, notre candidat à la présidentielle a perdu, nous n'aurons pas la majorité à l'Assemblée nationale, et donc ça ne sert à rien d'aller voter. Je crois que réellement, la démobilisation de l'électorat au moment des élections législatives que l'on constate maintenant depuis plusieurs scrutins, elle est plus due à cette réforme institutionnelle qui, je pense, n'est pas bonne en réalité, mais c'est un autre sujet que j'évoquerai peut-être un jour, qu'au mode de scrutin des législatives. Les gens ne vont pas se dire « Ah tiens, comme c'est la proportionnelle, maintenant, je vais aller voter aux élections législatives ». Franchement, je n'y crois pas une demi-seconde. Mais au fond, cette histoire de mobilisation de l'électorat, pour moi, est tout à fait anecdotique, en fait, dans la question de l'élection des députés à la proportionnelle. Si cette réforme devait avoir lieu, il faut se poser les questions de savoir quelles en seraient les conséquences concrètes. Pour cela, il faut déjà faire l'exercice de savoir ce que donnerait l'Assemblée nationale en termes de répartition des sièges, des 577 sièges, si l'élection avait eu lieu à la proportionnelle. Prenons l'exemple de 2017. Alors vous avez les chiffres qui s'affichent à l'écran. Si l'élection de 2017 avait eu lieu à la proportionnelle, donc proportionnelle à un tour du coup, hein, c'est pas la peine de faire 2 tours, vous mettez des listes nationales ou même départementales, ça ne change rien, et vous faites une élection proportionnelle. Globalement, avec une répartition des sièges à la proportionnelle pure, on aurait eu environ 186 députés, enfin peut-être un peu plus, tout ça c'est à la marge, hein, mais j'ai pris les chiffres des estimations qui ont été faites là en l'occurrence par le Figaro, 186 députés de la majorité présidentielle. On aurait eu 124 députés LR, UDI, Agir, etc. 80 députés du Parti Socialiste, 79 députés Parti communiste France Insoumise et 83 députés du Front National, du Rassemblement National. Voilà ce qu'aurait donné l'Assemblée nationale avec une élection à la proportionnelle intégrale. Je rappelle que pour pouvoir diriger ce pays, gouverner ce pays, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Hein. Il y a d'un côté l'exécutif, d'accord, et puis de l'autre côté le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif s'exerce à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et pour avoir la majorité, il faut avoir 289 députés. La moitié des députés, la moitié des 577 députés, plus 1. Si vous n'avez pas la majorité, vous n'avez pas le vote de confiance, vous ne pouvez pas voter le budget. On sait très bien en plus que 289 députés, ça ne suffit pas, il faut avoir une majorité beaucoup plus large. Donc à partir du moment où il faut avoir 289 députés et que vous n'en avez que 186, en l'occurrence dans l'exemple que je prends, il va falloir chercher des coalitions. Vous ne pouvez pas diriger et soutenir un gouvernement avec simplement 186 députés. Il vous en faut au moins une centaine d'autres. Alors, à partir de là, c'est très simple. C'est le jeu des coalitions qui existe dans d'autres pays, qui marche d'ailleurs dans d'autres pays, mais qui ont une autre culture que la nôtre, et un autre système institutionnel que le nôtre. Ça veut dire que là, en l'occurrence, le président de la République aurait été élu en 2017, et derrière, il dispose de 186 députés, et donc il doit composer pour trouver les députés manquants pour faire une majorité. Et donc, il faut un contrat de gouvernance. Il faut trouver un programme qui permettra de rallier des députés qui seront d'accord pour faire partie d'une majorité à l'Assemblée nationale qui permettra d'avoir un gouvernement, parce que de cette majorité, évidemment, dépendra le gouvernement qui dirigera ce pays. Et donc là, on le voit bien, donc, du côté de la République En Marche, dans ce cas de figure, il y a 2 possibilités. D'abord se tourner vers le Parti Socialiste, ce qui n'est pas suffisant, puisqu'avec 80 députés, ça fait 80 plus 186, 266, on n'arrive pas aux 289. Reste la porte les Républicains, UDI, Agir, et donc là, on arriverait à un total de 310 députés s'il y avait une alliance.
Mais je vous demande simplement de réfléchir 2 secondes à ce qui se passerait en termes d'image qui serait renvoyée à la population, de ces discussions en coulisses. On verrait donc tous les jours les journalistes qui essaieraient de se renseigner sur l'état d'avancement des discussions, sur le contrat de gouvernance, est-ce qu'ils ont réussi à trouver un accord. On verrait Damien Abad, Éric Ciotti prendre la parole en disant nous discutons avec Stanislas Guerini, avec La République En Marche pour trouver un accord. Donc il y aurait des accords de couloir pour se partager les postes. Que penseraient les Français de tout ça? Regardez, ils sont en train de se partager les postes. Ils se partagent les postes de ministres. À l'Assemblée nationale, ils se partagent les postes, etc. C'est un contrat dans notre dos. On n'avait pas voté pour ça. On a voté pour le président de la République et son programme. Et du coup, il ne pourra pas tenir son programme. Il va être obligé de composer avec la droite. Mais quelle image cela donnerait de la vie politique française? C'est-à-dire que ceux qui nous disent cette élection permettrait de réconcilier les Français avec la politique, de plus les mobiliser en se disant ça apporte plus de représentativité, plus de légitimité à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas ce qui se passerait. Ce qui se passerait, c'est que les Français seraient écœurés par le spectacle des tractations dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour se partager le poste. Je vais même aller plus loin. En fait, le premier résultat de cela, c'est que ça renforcerait la défiance du peuple français vis-à-vis de la classe politique. Ils sont prêts à tout pour gouverner. Ils sont prêts à toutes les compromissions. Donc je pense vraiment que ce serait un très très mauvais message qui serait envoyé au peuple français, qui aurait quelques semaines avant élu un président de la République sur une base programmatique claire, et qui quelques semaines après verrait la majorité, les élus, les députés de la majorité, être obligés de négocier avec un autre parti. Alors là c'est les Républicains, mais ça pourrait être le Parti Socialiste, pour pouvoir diriger ce pays. Ce serait absolument désastreux. Je rajoute un point. Imaginons qu'il y ait un accord de gouvernance, là, dans l'exemple que j'ai pris, entre les LR et La République En Marche. 310 députés, donc, qui formeraient une majorité qui permettrait d'avoir un gouvernement et une majorité à l'Assemblée nationale. Que nous apprend l'histoire récente du fonctionnement de l'Assemblée nationale? On peut remonter au quinquennat de François Hollande et on peut regarder ce qui s'est passé sous le mandat d'Emmanuel Macron. François Hollande, au fur et à mesure qu'il a avancé dans son mandat, a perdu un certain nombre de députés, ceux qu'on a appelés les frondeurs, vous savez, les fameux frondeurs, qui trouvaient que la politique menée par François Hollande était trop libérale, la loi travail, je ne sais pas quoi, etc., et qui ont abandonné la majorité. Quand on regarde Emmanuel Macron, il a été élu, je ne parle pas des députés MoDem, puisque je laisse de côté la cinquantaine de députés MoDem, mais on va parler juste des députés La République En Marche et apparentés. C'était 314 au début du mandat. 314. Ils sont 269 aujourd'hui. Il y en a plus de 40, 45 qui sont partis en disant « Non mais moi je ne me reconnais plus dans cette politique, j'en ai marre, je ne veux plus cautionner la politique du gouvernement ». Ce que je veux dire par là, c'est que quand bien même il y aurait 310 députés LREM et les Républicains, on peut être sûr qu'au bout de quelques mois, au bout de quelques années, il y aurait, comme à chaque fois, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de députés qui diraient « mais moi je ne me reconnais pas du tout dans ce gouvernement qui va à l'encontre de ce qu'attendent nos électeurs » et ils quitteraient le groupe. Ça veut dire que là encore se reposerait la question de savoir quelle majorité, parce que là avec 310 députés, si vous en perdez 30, vous n'avez plus la majorité du tout. Donc il faut aller chercher d'autres députés. Alors les chercher du côté du PS, c'est-à-dire avoir une majorité qui irait du PS, LREM, MoDem et LR, une espèce d'arc-en-ciel, une espèce de coalition républicaine. Alors il y en a qui diraient c'est formidable parce qu'on aurait le meilleur, mais en fait ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'en France, on n'a pas cette culture-là, on n'a pas cette culture de la coalition, on a des affrontements idéologiques relativement forts, et moi je trouve que c'est bien, on n'est pas d'accord, les gens ne sont pas d'accord entre eux, voilà, ça fait partie de l'histoire de notre pays, et je ne crois pas une seconde qu'on puisse avoir une grande coalition qui rassemblerait les plus raisonnables de chaque parti. Ça n'existe pas en France, ça ne peut pas exister. Et quand bien même ça existerait, je pense que ce serait in fine extrêmement dangereux pour notre pays, parce que à partir du moment où vous avez cette coalition au pouvoir, qui de toute façon devra faire face à des mécontentements, à des manifestations, à des contestations, ce qui est le jeu démocratique, quelle est l'alternative du coup? Si tout le monde est au pouvoir, PS, LREM et LR, s'ils sont tous au pouvoir et qu'ils échouent, c'est quoi l'alternative? C'est Marine Le Pen? C'est Jean-Luc Mélenchon? C'est un désastre en réalité. Donc,
vraiment, je crois qu'il est complètement illusoire de se dire que ce serait une bonne chose pour les institutions, que ce serait une bonne chose pour la politique de notre pays, pour notre pays et pour l'image que renvoie d'une façon générale la classe politique aux électeurs. Je pense que ça détériorerait l'image des politiques et je crois réellement qu'on n'en a pas besoin. Après, il y a d'autres conséquences. Et j'attire votre attention aussi sur ce point-là, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement cette histoire d'être obligé de trouver des coalitions pour diriger le pays qui serait désastreuse. Imaginons un scrutin proportionnel de liste. Alors, liste nationale, vous imaginez une liste nationale, donc chaque parti présente 577 noms, et puis donc les premiers de liste sont élus. Mais que ce soit une liste nationale ou une liste départementale, c'est exactement la même chose. En faisant ça, c'est la certitude d'avoir à l'Assemblée nationale tous les apparatchiks des partis politiques, c'est-à-dire ceux qui dirigent les partis politiques. On redevient la République des partis, on redevient la République des apparatchiks qui, évidemment, quand ils sont bien placés au sein d'un parti politique, donnent les investitures et ils se les attribueront à eux-mêmes en premier. Dans les hauts de liste, alors il y aura toujours évidemment le jeune qui permettra, la caution qui permettra de dire mais non, regardez, on a d'autres candidats, d'autres profils. Mais la réalité, elle est simple. Les apparatchiks seront tous candidats tête de liste et seront donc tous élus. Voilà. Et donc ça résout un sacré nombre de problèmes pour les élus qui, dans leur circonscription, se font battre. Hein, on a tous en tête des noms, des grands noms des noms d'hommes politiques ou de femmes politiques très connus qui ont été battus aux législatives dans leur circonscription. Ceux-là, on est sûr d'une chose, sur un scrutin de liste, ils seront toujours élus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça, je pense que c'est absolument détestable. Aujourd'hui, quand on regarde la réalité des choses, au scrutin tel qu'il existe, avec une circonscription électorale, c'est très difficile pour un apparatchik de se faire parachuter dans une circonscription même favorable. On a beaucoup d'exemples de personnalités politiques qui ont essayé de s'implanter dans un territoire et qui se sont fait balayer. On pense à Ségolène Royal en 2012, à La Rochelle, elle avait été candidate à la présidentielle, elle a été balayée par Olivier Fahlorny. Donc je trouve sain, moi, que les électeurs attendent d'un candidat qu'il ait un ancrage local. Et ça fera l'objet d'ailleurs d'un autre sujet que j'évoquerai dans quelques instants sur quel est le rôle d'un député. Est-ce que le député doit avoir un rôle et un ancrage local? Mais donc ça a cette vertu, ce scrutin dans une circonscription électorale, ça permet d'éviter les parachutages. Alors ça évite pas tous les parachutages, il y en a certains qui fonctionnent. On peut citer l'exemple de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, mais ça limite le risque. Et demain, avec une élection à la proportionnelle intégrale, très clairement, il n'y a plus de question de parachutage. Tout le monde est tête de liste, les apparatchiks, et ça, c'est absolument, je trouve, dévastateur. Ensuite, je voudrais évoquer le rôle du député, parce que ça aussi, c'est un débat qui fait rage souvent sur les réseaux sociaux, et j'en discute avec, en plus, des gens qui sont plutôt de sensibilité du centre droit, qui ont les mêmes sensibilités que moi, et qui considèrent, au fond, que le rôle d'un député, c'est un rôle national. Le député est là pour voter la loi, point final, et qui n'a pas à avoir d'ancrage local, que même avoir une circonscription, ça n'apporte rien dans le travail législatif. C'est un débat qui est extrêmement intéressant, je trouve, et je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée-là. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qui consiste à dire que le rôle du député, ça n'est que de voter la loi. Bien sûr, le rôle du député, le rôle premier du député, c'est de voter la loi à l'Assemblée nationale. C'est un député de la nation, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça n'est pas que ça. Le député, il doit aussi assurer un lien entre sa circonscription et le national, entre les territoires et Paris. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que nous sommes un pays qui est extrêmement centralisé. Tout se décide à Paris. Il n'y a pas beaucoup de pays comme le nôtre. Souvent, on prend des exemples, on dit « mais regardez, l'Allemagne, ça marche autrement, etc. » Ce sont des pays qui sont beaucoup plus décentralisés que nous. Nous, on a un pouvoir qui est extrêmement centralisé. Tout se décide à Paris, beaucoup de pouvoir dans les mains du président de la République, les ministères, la haute administration, c'est hyper concentré. En réalité, ne vous y trompez pas, les élus locaux, quels qu'ils soient maires, qu'ils soient présidents de région, présidents de département, ont très peu de pouvoir face à l'État central. D'ailleurs, la crise sanitaire l'a montré. Quand des maires ont essayé de prendre des initiatives, ils ont été souvent retoqués au tribunal administratif, le préfet fait un recours, et on dit au maire, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, ce n'est pas de votre compétence, circuler, il n'y a rien à voir. Donc on a un pays où le pouvoir est très centralisé, trop centralisé,
Et donc le lien entre les territoires, les circonscriptions et Paris est absolument essentiel. Il faut que les députés soient sur le terrain pour entendre ce qui se passe, pour écouter la France tout simplement. Il faut qu'ils soient sur le terrain pour rencontrer les électeurs dans leur permanence, sur les marchés, pour voir les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, qui leur disent ce qui ne va pas. C'est absolument essentiel parce que sinon on se retrouve avec des députés qui seront élus au scrutin de liste, qui seront tout le temps à Paris, qui n'auront de compte à rendre à personne, puisque quand vous êtes élu sur un scrutin de liste, vous n'avez pas de compte à rendre à des électeurs. On le voit aux européennes, on le voit aux régionales. D'accord ? Quand vous êtes élu sur une liste, vous n'avez pas d'électeurs à qui vous devez rendre des comptes en réalité. Pas besoin d'avoir de permanence. Quand vous êtes élu, quand vous êtes un député européen, vous n'avez pas besoin d'avoir une permanence en réalité, puisque vous êtes élu sur une liste. Et donc ce rôle du député français, qui assure le lien entre le territoire national et Paris, est un rôle absolument essentiel. Et c'est un rôle d'autant plus important que maintenant on a interdit le cumul des mandats entre maire et député, ce qui est une erreur considérable. D'ailleurs, sénateur-maire, c'est également interdit. Considérable, puisque maintenant, les problématiques que rencontrent les élus locaux, les maires, et qui sont des problématiques non pas locales, mais qui sont des problématiques nationales, ne sont plus remontées en réalité, puisque ce n'est plus le problème des députés. Et donc, dans le fonctionnement institutionnel de notre pays, c'est un réel problème. Je vous donne un exemple pour me faire comprendre, mais au moins comme ça aura l'avantage d'éclairer à travers cet exemple ce que je veux dire. Moi, en tant que maire de Sébaza, dans le Puy-de-Dôme, je suis confronté à une problématique, c'est la loi Pinel. La loi Pinel qui permet à des investisseurs dans l'immobilier neuf, de défiscaliser. D'accord ? La loi Pinel a intégré des zonages, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui, si elles bénéficient de constructions neuves, peuvent être éligibles au Pinel, et d'autres villes qui ne sont pas considérées comme étant tendues sur le plan de l'immobilier et qui ne disposent pas donc de ce dispositif Pinel. Quand on regarde la métropole de Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne Métropole, 21 communes, aujourd'hui il y a 2 communes qui sont éligibles au dispositif Pinel. C'est la ville de Clermont-Ferrand et Chamalières. Et les autres communes ne sont pas éligibles. Résultat des courses, il se trouve qu'à Sébaza, on a du foncier, on a une zone d'aménagement concerté où on a des lots qui sont à vendre pour des promoteurs immobiliers, des promoteurs privés, voilà, pour faire du collectif. Aujourd'hui, ces promoteurs me disent, monsieur le maire, nous ne pouvons pas venir à Sébaza parce que nous vendons essentiellement à des investisseurs institutionnels, à des investisseurs qui font de la défiscalisation en investissant dans la pierre, dans le neuf. Nous ne venons pas à Sébaza parce que nous n'aurons pas ces investisseurs puisqu'ils ne bénéficieront pas du Pinel. Donc ces promoteurs ne construisent qu'à Clermont et à Chamalières. D'ailleurs, le maire de Chamalières, Louis Giscard d'Estaing, n'en peut plus parce que lui, Chamalières est une ville qui est extrêmement dense et il ne veut plus être dans le dispositif Pinel. Donc aujourd'hui, la construction se fait sur Clermont-Ferrand et les villes alentours ne bénéficient d'aucun programme de promotion privée puisqu'il n'y a pas de dispositif Pinel éligible. C'est un problème majeur parce que Clermont et Sébaza, ça se touche, c'est le même bassin de vie. Ça n'est pas cohérent. Autant je peux entendre que la métropole n'est pas tendue sur le plan de l'immobilier, donc il n'y a aucune ville qui bénéficie du Pinel, ou alors toute la métropole est tendue et toutes les villes en bénéficient. Vous comprenez, c'est un problème qui doit se poser dans d'autres métropoles de France. Quand j'en parle à des parlementaires, et j'en ai parlé à plusieurs députés, plusieurs sénateurs, ils me disent « Ah oui, c'est vrai, tu as raison », mais derrière, il ne se passe rien. Vous imaginez bien que si j'étais député-maire, par exemple, ou s'il y avait des députés-maires à l'Assemblée nationale, je peux vous dire que la pression qui serait mise sur le gouvernement pour changer le zonage du Pinel serait autrement plus puissant. Parce que vous auriez des personnes qui, chaque semaine, iraient voir le ministre du Logement pour lui dire « c'est un problème, il faut rectifier ce problème ». Aujourd'hui, on dit « ah bah oui, c'est vrai, tu as raison, ça doit être… oui, c'est vrai, c'est pas cohérent ». Et il ne se passe rien. Donc c'est un exemple, je ne veux pas aller plus loin, mais c'est un exemple qui vous montre à quel point cette rupture entre le local et le national est déjà un problème aujourd'hui. Et demain, avec une élection à la proportionnelle, avec des députés qui n'auraient plus de compte à rendre au niveau local, ce serait encore plus grave, si je puis dire. Je précise un dernier point, c'est que cette interdiction du cumul des mandats maire-député, député-maire ou sénateur-maire, qui a été votée par François Hollande et qui aujourd'hui est une bêtise. D'ailleurs, la plupart des parlementaires vous le disent en off, ils ne le disent pas en vrai, ils ne le disent pas sur les plateaux de télé parce qu'ils ont peur d'être impopulaires, de dire « oh là là, regardez, lui il veut cumuler, etc. » Moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire, c'est une véritable bêtise, mais en réalité, ça affaiblit le pouvoir du Parlement.
aussi. C'est-à-dire que paradoxalement, le fait de n'avoir que des députés aujourd'hui, ça n'a pas amélioré le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est pas vrai, ceux qui racontent ça racontent des histoires, mais en réalité ça affaiblit le pouvoir du Parlement parce qu'aujourd'hui vous avez des députés qui sont beaucoup plus fragiles face à l'exécutif, face au gouvernement. Ce sont des députés et seulement des députés. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, quand vous aviez le député maire de Bordeaux, ou le sénateur maire de Marseille, ou je ne sais pas qui, de telle ou telle grande île, le sénateur maire de Lyon, qui montait au créneau face au gouvernement pour dire « attendez, là il y a un gros problème », je peux vous dire que le poids politique de ces élus-là était autrement plus puissant qu'aujourd'hui des députés allez, pour une grande partie d'entre eux, personne ne connaît et qui ne pèsent rien face au gouvernement. C'est-à-dire qu'on a déjà un pouvoir avec la Ve République qui est extrêmement concentré dans les mains de l'exécutif du président de la République et cette réforme a affaibli le pouvoir législatif. Franchement, on marche sur la tête, mais tout le monde trouve ça formidable, donc c'est très bien. Évidemment, personne ne reviendra en arrière parce que ce serait aller à l'encontre de l'idée qu'ont les gens de cela, et on sait très bien que c'est très populaire de dire ah là, il ne fallait surtout pas cumuler les deux, mais je pense que dans le fonctionnement institutionnel de notre pays, c'est un vrai problème, et c'était une véritable erreur. Par ailleurs, et pour terminer sur cette partie un peu institutionnelle, et juste pour l'anecdote, je discutais il n'y a pas longtemps avec un député de cette réforme institutionnelle. Lui, il y est favorable. Hein, il est favorable à l'élection des députés à la proportionnelle intégrale, liste nationale. Même, il m'a dit, moi, tant qu'à faire, prenons une liste nationale, comme ça, on ne sera pas embêté. Et il me disait, tu comprends, en faisant ça, on n'aura même plus besoin de tenir de permanence, d'être à l'écoute des uns et des autres. On est élu au scrutin de liste, on restera à Paris, on sera bien tranquille, on ne sera plus comme ça, on sera plus obligé d'être en permanence en contact avec les uns et les autres. C'est la partie du boulot qui ne l'intéresse pas. Et moi, je pense que c'est la partie du boulot parmi la plus importante. Voilà, être au contact de la population, écouter les gens, écouter ce qui se passe dans le pays, c'est très important. Alors, je ne donnerai pas son nom de ce député parce que c'est pas l'objet évidemment, mais voilà, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que pour bon nombre de députés, il y en a beaucoup qui vont pas sur le terrain. Ceux-là, je pense qu'en 2022, ils ne seront pas réélus. Mais en tout cas, pour les députés, être sur le terrain, se faire engueuler, c'est pas agréable. Je comprends que ce soit pas agréable, mais du coup, s'il y en a qui peuvent l'éviter, ils seront très contents de l'éviter. Mais moi, je pense qu'au final, c'est très négatif pour le fonctionnement de notre pays. Et d'ailleurs, on l'a vu, parce qu'il y a eu une vague, effectivement, en 2017, de nouveaux députés qui ont été élus sous l'étiquette La République En Marche. Et ces députés qui n'avaient pas d'ancrage local ou très peu d'ancrage local n'ont rien vu venir de la crise des Gilets jaunes. Voilà, c'est un exemple, je prends juste cet exemple, mais ils n'ont rien vu venir. Franchement, quand on est vraiment tous les jours au contact de la population française, à l'époque, quand on commençait à voir apparaître les gilets jaunes derrière les pare-brises en province, on savait qu'il y avait un gros problème qui allait arriver. Ils ne l'ont pas vu venir du tout. C'est tout à fait révélateur finalement de cette rupture de lien entre national et local. Et au fond, voilà, et ça a été même théorisé par certains députés de La République En Marche. Hein. Je me souviens Bruno Bonnel qui expliquait que lui, son boulot c'était à Paris. Il y a d'autres députés aussi dans le Puy-de-Dôme qui expliquent que leur boulot c'est pas d'être dans leur circonscription, mais c'est d'être à Paris pour voter la loi. Eh ben non, moi je pense que non. Je pense que leur boulot c'est bien sûr de voter la loi, mais aussi d'être sur le terrain pour écouter ce que les Françaises et les Français ont à leur dire, ce que les élus locaux ont à leur dire, pour faire remonter tout ça à Paris. Parce que sinon, il n'y a plus de lien entre la France et Paris. Et c'est un gros problème dans un pays comme le nôtre, encore une fois, qui est déjà ultra centralisé. Voilà ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo numéro 2. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez laisser des commentaires, évidemment. Je les lirai avec attention et j'y répondrai si besoin est. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une 3e vidéo sur un autre sujet. Je sais de quoi je parlerai, mais je garde un peu le suspense. N'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à très bientôt. Au revoir.